Bonjour à tous, merci de m'avoir rejoint aujourd'hui pour cette nouvelle session de la Google Data Week. Nous allons aborder ici, du coup, la thématique qui est optimiser son business grâce à une méthodologie de tagging performante et des outils d'automatisation. Donc rapidement en plan, après une courte introduction de notre agence, je présenterai slash rappellerai du coup ce qu'est un plan de marquage, à quoi ça sert, et vous présenter ensuite succinctement notre outil iTag maison qu'on a développé pour répondre à certaines problématiques quand vous développez et illustrer, voir à travers différents cas clients comment chez iProspect nous avons pu optimiser la production de ces plans de marquage, mais également répondu à une des obligations qu'impose le RGPD à tous les responsables de traitement et leurs sous-traitants, à savoir tenir un registre des activités de traitement. Pour finir ensuite sur une rapide démonstration. iProspect, l'entité de performance digitale du groupe Dentsu Network. Nous rassemblons des experts digitaux qualifiés et passionnés à travers le monde et nous proposons un accompagnement de qualité pour concevoir des solutions concrètes pour faire face aux différents défis commerciaux que nous pourrons avoir. Nous sommes présents à travers le monde, présents dans 55 pays, à travers 93 bureaux et nous comptons plus de 4300 collaborateurs au sein de tout iProspect et plus particulièrement en France. Nous sommes donc plus de 240 collaborateurs répartis dans 6 bureaux aux 4 coins de la France pour accompagner au plus près nos 120 clients. Du coup, pour finir sur notre présentation, nous proposons une gamme de prestations complètes et variées à travers des équipes dédiées pour les différentes expertises, domaines d'expertise du marketing digital. Donc, du coup, ça passe par le référencement payant, le SEA, le référencement naturel, SEO, le social media, l'intelligent content, l'affiliation, etc. Donc, voilà en quelques mots qui nous sommes. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc pour rappel, l'objectif, le sujet, c'est comment optimiser son business grâce à une méthodologie de tagage efficace et des outils d'automatisation. Ce qu'il faut d'abord avoir en tête, c'est que sur un site, le pilotage business par la donnée doit commencer par la réalisation d'un plan de marquage. Ce plan de marquage-là, une fois qu'il est en place, ça permettra de collecter les données nécessaires à l'élaboration de vos analyses précises par rapport à votre activité. C'est pourquoi, du coup, la qualité du plan de marquage que vous ferez, que vous mettrez en place sur le site sera vraiment déterminante. Donc, dans un premier temps, effectivement, vous définissez du coup les solutions de tracking que vous allez utiliser, sur le tracking ou de mesure. Donc, celui-ci, vous allez utiliser des bouts de code, donc du coup des tags qui seront à faire poser sur le site annonceur, le site éditeur. Bon là, on va parler effectivement de sites clients annonceurs notamment. Et pour ce faire, pour vraiment structurer l'ensemble des tags qui vont être posés sur le site. Donc du coup, on va utiliser ce qu'on appelle un plan de marquage. C'est un document donc qui décrit l'organisation de ces tags, mais aussi le processus d'implémentation de chacun d'entre eux sur les différentes pages, sur les différents événements à taguer. Et ça va permettre ensuite de mesurer, collecter des informations pour permettre l'analyse du trafic sur le site web et de tout ce qui se passe dessus. Donc, comme je disais plus tôt, il n'y a pas de plan de marquage type. Ça va dépendre vraiment des besoins clients, des objectifs. Ça va dépendre du site internet en soi, de ses contenus, des technologies qui sont exploitées, autant sur la partie solution de mesure que sur la partie technologies qui sont exploitées en soi sur le site. Donc, on va avoir distingué trois grandes catégories de plans de marquage. Le premier, c'est axé sur l'approche site-centrique, comme Google Analytics par exemple, et ça va nous permettre de savoir tout ce qui se passe sur le site, la façon dont il est consommé, et ça va répondre à des questions du type comment, d'où proviennent les internautes, combien il y a eu de visiteurs uniques sur le site, quelles pages ont été visitées, combien de visites, quelle durée elles ont eu, le parcours utilisateur depuis l'entrée jusqu'à la sortie du site, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie site-centrique et le plan de marquage qui va pouvoir remonter ce type d'informations, en tout cas permettre de collecter ce genre de données.
Ensuite, on a l'approche ad-centric qui va être mis en place pour des ad serveurs de côté annonceurs, donc qui sont en général gérés par des agences comme nous, des ad serveurs publishers. On aura aussi des outils de bid management de type SA360 par exemple pour du search centric et ad-centric grâce à ce tag manager. Donc voilà pour ce qui est d'une rapide définition des plans de marquage. Et donc, on va passer, nous, on va surtout s'axer sur la partie ad-centric, comme on est une agence média, effectivement. Donc, un plan de marquage ad-centric. On part donc d'un outil de type ad-centric, qui est l'ad server, donc ce sera notre outil de mesure. On a les différents tags qui Les tags, ça va nous permettre de remonter des informations de comptage, de visite, de pages vues, les devices, les sources de trafic aussi, et également surtout gérer l'attribution des conversions entre les différents partenaires. Donc on va avoir des tags de comptage simples qui vont juste remonter effectivement combien de personnes sont passées par telle page. On va avoir des tags de type transaction. Par exemple, le plus simple effectivement, c'est de comprendre que ce sont des tags pour remonter des confirmations de commandes. Ça va enregistrer non seulement combien il y a eu de transactions qui ont été faites, mais aussi remonter des informations relatives à cette commande-là. Le montant total, l'ID de transaction, les produits, la quantité d'articles, etc. Et ça peut être utilisé aussi pour des formulaires, bien sûr, des formulaires d'inscription, par exemple, avec des ID d'inscrits et des informations complémentaires liées à son profil pour être exploité, si besoin, pour l'optimisation des campagnes médias. Ensuite, le dernier type de tags, ce sont les tags d'événements. Ces tags d'événements, ils sont en général posés sur des boutons ou à des clics sur des liens. Par exemple, ça peut être ajouté au bouton d'ajout de panier. Et donc, du coup, ce tag sera déclenché au clic sur ce bouton-là pour permettre de déterminer le taux d'ajout au panier sur le site des utilisateurs qui seraient ramenés par les campagnes médias. Et éventuellement, on peut venir compléter aussi avec des informations complémentaires comme la catégorie de produits qui a été rajoutée ou le nombre de produits. Et à côté de ça, on a aussi la notion de piggybacking, ici, qui veut dire tout simplement embarquer les tags tiers, les tags des partenaires ou des régies à l'intérieur des tags ad server directement pour qu'on puisse centraliser directement pour le compte de nos annonceurs les appels des tags des différents autres outils de tous les partenaires. Sinon, ça voudrait dire qu'il devrait les implémenter lui-même sur son site à chaque fois. Du coup, par ce moyen-là, ça leur permet effectivement également à nos différents partenaires de remonter les informations directement dans leurs outils pour le suivi et l'optimisation de leur campagne. Donc, c'est quoi l'intérêt de mettre en place un plan de marquage? Concrètement, j'ai un petit peu spoilé déjà auparavant. Donc, c'est crucial dans un premier point parce qu'effectivement, il permet de collecter toutes les données nécessaires à l'élaboration d'analyses précises, mais aussi pour mettre en place des optimisations. Dans le premier point, le reporting et l'analyse. Donc, du coup, l'ad server, par exemple, dans notre cas ici, il permet de collecter les informations, les données, de les agréger, de les traiter et notamment de les dédupliquer. La déduplication, c'est le processus qui vise à attribuer à un seul canal ou acteur une conversion qui a été préalablement mesurée. Sous cette notion de déduplication, on a deux sous-notions qui sont l'attribution et la contribution. L'attribution, ça parle assez bien d'eux-mêmes. L'attribution, c'est le fait d'attribuer à un seul canal ou acteur vraiment le 100% du crédit de la conversion, alors que l'attribution, c'est de dire, en fait, finalement, dans un chemin de conversion, sur un même utilisateur, il y a peut-être plusieurs canaux ou acteurs qui ont touché cet utilisateur avant qu'il convertisse. Donc, du coup, on va se dire comment est-ce qu'on va essayer d'estimer leur part de crédit dans tout ça. Par exemple, sur le modèle d'attribution au marché le plus utilisé, c'est le last click. Donc, ça veut dire que si, par exemple, on a 5 canaux ou acteurs qui ont touché un utilisateur avant qu'il convertisse sur le site de l'annonceur, dans le modèle last click, c'est le dernier acteur qui a généré un clic avant la conversion qui se verra attribuer 100% du crédit de cette conversion. Dans le cas d'un modèle, par exemple, linéaire, là, ça veut dire qu'on va accorder à chacun une part égale de ce crédit. Et donc, du coup, si on a 5 acteurs, chacun aura 1/5 de la conversion. Donc ça, c'était pour la partie reporting et analyse. Et ensuite, pour la partie activation, médias et optimisation, donc il y a 2 pans dedans. La première, c'est la création de listes d'audience.
On peut créer effectivement, grâce aux tags qu'on aura déposés sur le site, des différentes listes d'audience, donc de personnes qui sont passées sur une catégorie de page, des personnes qui ont converti, des personnes qui ont abandonné le tunnel de conversion. Et ça permettra ensuite, lorsqu'on met en place ces listes d'audience, de mettre en place des targetings selon des audiences donc du coup spécifiques qu'on aura collectées pour leur adresser un message particulier. Pour pouvoir utiliser ces listes, du coup, on va les partager. Il y a deux façons de les partager. Soit via des connecteurs natifs entre les différents produits d'un même stack. Par exemple, pour le stack Google, on utilise Campaign Manager en ad server et on utilise ensuite DB360 et SA360 pour, comme je disais tout à l'heure, pour la programmatique display vidéo et pour le search payant. Et dans ces cas-là, on peut effectivement tout simplement transmettre les audiences qui ont été créées avec une connexion qu'on aura établie bien sûr au préalable. Maintenant, dans le deuxième cas où on n'a pas d'outils qui sont connectés, bah, c'est ce que je décrivais tout à l'heure avec le piggybacking et le fait d'embarquer des tags dans nos tags ad server. Donc du coup, les régies pourront effectivement récupérer les informations, collecter les informations aussi directement dans leurs outils et procéder aux différentes optimisations dont ils ont besoin. On peut conditionner, on peut embarquer les tags des régies et des partenaires selon deux types de conditionnement. Soit seulement à leur conversion, donc du coup, on va se servir de ce qu'on a attribué dans l'ad server et on va leur dire, tiens, toi, tu as eu une conversion, donc je vais te faire appeler ton traceur. Ou alors, il y a un autre mode d'embarquement, de conditionnement, qui est tout simplement qu'on l'encapsule, on l'embarque dans notre tag et il se fait appeler à chaque fois en même temps que notre tag. Ça, c'est dans le cas effectivement où les partenaires auraient besoin d'embaser une audience beaucoup plus grande, comme le retargeting par exemple. Alors tout ça, dans la théorie, c'est plutôt pas mal, ça paraît plutôt fluide, et bien évidemment, lorsqu'on met les choses en pratique, il y a toujours deux ou trois difficultés qui viennent se mettre dans les pattes. Les premières limites qu'on peut constater, c'est que souvent les plans de marquage sont gérés de manière plutôt artisanale. On pourrait presque dire 9 cas sur 10. Donc, on utilise des formats de type Excel, Word, PPT ou d'autres spreadsheets. Alors, bien sûr, ce sont des formats qui fonctionnent bien aussi. Et pour beaucoup de choses, c'est juste qu'effectivement, ça demande alors une grande rigueur de traitement, de consolidation, de mise à jour et forcément un temps passé qui est non négligeable. Ensuite, chaque mise à jour des tags nécessite du coup une modification dans ces plans de marquage. Sauf que parfois, on a des demandes d'évolution qui sont formulées par différentes équipes marketing, et ces demandes d'évolution peuvent être informelles. Au mieux, on a des emails, on a une bonne trace écrite, ça peut être par téléphone, et donc là, effectivement, c'est déjà un petit peu plus risqué de temps en temps, et même on peut avoir des post-it. Bon, ok, c'est un peu anecdotique, mais ça arrive. Et on peut constater que, en pratique, on a un bon gros 50% seulement des équipes, quelles qu'elles soient, qui peuvent être en charge d'un plan de marquage, qui sont capables de tenir leur plan à jour à chaque évolution, non seulement du tracking, parce que les outils ils évoluent aussi, mais aussi à l'évolution du site, parce que les sites de même évoluent même plus vite que les outils de tracking. Donc, en partant de ce constat, on peut arriver rapidement à un document qui est obsolète et qui ne reflèterait plus la réalité du plan de marquage. Et une des causes, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi le fait que les sites peuvent évoluer rapidement en termes de contenu, en termes de pages, en termes de techno. L'autre facteur humain et organisationnel qu'il peut y avoir, c'est qu'on a de nombreuses équipes autour d'un plan de marquage. Et souvent, on a même des équipes en charge des évolutions de sites, ou des contenus qui ne sont pas forcément les mêmes que celles qui gèrent le plan de tagage. Qui gèrent le plan de tagage, l'implémentation des tags sur le site. Donc, à partir de là, on a les erreurs de tracking ou des tags qui disparaissent, qui peuvent être les conséquences vraiment de ce manque de coordination, et sans un minimum de process, de contrôle, de centralisation, il est difficile de garder une documentation qui est cohérente et compréhensible par tout le monde. Donc, vous l'aurez compris,
le non-maintien de ce plan de marquage affecte toute la chaîne de data et a pour conséquence d'impacter la fiabilité des données notamment. Vous pouvez collecter, exploiter des mauvaises données, ou alors vous collectez des données mais que vous n'utiliserez jamais, et les tags qui restent sur les sites risquent de porter atteinte un moment à l'expérience utilisateur, peut-être un jour. Et au pire, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment pire ou pas, en tout cas c'est mauvais aussi, vous ne collecterez plus les données nécessaires non plus à cause d'un tag absent, ou alors ce tag pourrait être sur une mauvaise page à un moment donné. Après, du coup, la pertinence de vos décisions marketing s'en verra aussi impactée, elle ne sera pas optimale parce que vous prendrez des décisions basées sur des données de mauvaise qualité, et le temps que vous passerez et perdrez à essayer de comprendre les écarts, à recéter les plans de marquage obsolètes pour essayer de corriger les erreurs de tracking, ça va être, c'est aussi quelque chose qui est long et fastidieux, surtout la partie recettage de plans de marquage. Donc si vous devez recommencer plusieurs fois parce que le plan a été obsolète, c'est le serpent qui se mord la queue. Pour finir, donc du coup, il y a le maintien d'un registre des activités qui est une obligation réglementaire aujourd'hui. Donc forcément, si vous passez à côté de tags qui se déclenchent sur votre site, que vous n'aviez pas consolidé dans un bon plan de marquage, ça peut conduire à des fuites de données non voulues. Donc pour essayer de pallier à toutes ces limites au maximum et à toutes ces problématiques, essayer de fiabiliser au mieux les différentes données, nous avons développé un outil maison en collaboration avec notre R&D et qui s'appelle eTag. Il nous permet de concevoir les plans de marquage et de gérer l'ensemble des plans de marquage de manière centralisée pour l'ensemble de nos annonceurs. On pense vraiment que en normalisant tous ces process et toutes ces structures, ça fera gagner du temps à tout le monde, et aussi ça fera gagner en efficacité, et on aura un seul référentiel, puisque toutes les demandes émises sont centralisées dedans. On parle tous le même langage, on part vraiment des mêmes documentations. Pardon. Les avantages du coup de cette solution, ils ont été nombreuses, entre gain de temps parce qu'on a pu créer les plans de marquage beaucoup plus rapidement, la possibilité d'accès au versionning des tags, et des plans de marquage, donc historiser de manière complète toutes les différentes demandes. Ça permet également d'améliorer donc du coup en parallèle le temps de chargement des pages, parce que du coup c'est un outil qui nous permet effectivement de visualiser l'ensemble des tags que l'on a, tags ou tags tiers, et de les activer ou désactiver rapidement. Ça permet de renseigner aussi des informations complémentaires à chaque tag, dans chaque plan de marquage, pour tenir à jour notre registre des tags qui vient aider à être compliant RGPD. Sur le schéma de principe de notre outil iTag, donc c'est un outil qui est connecté par API à Campaign Manager et qui permet la synchronisation entre les deux outils. Dès qu'on met à jour, qu'on crée un tag entre les deux, c'est à jour des deux côtés. Ensuite, on va à l'intérieur de iTag venir créer des coquilles vides qui sont les plans de marquage. On va venir créer aussi les différents tags ad server au sein de iTag, qu'on va venir assigner à ces différents plans de marquage. Donc, du coup, les tags de type compteur, etc., transactions qu'on avait vu tout à l'heure, tout ça, on va les assigner dedans. Et ensuite, on a les tags régie qui seront embarqués dans les tags Floodlight ici également, et qui seront transparents du coup pour l'annonceur, parce que ça, effectivement, c'est quelque chose que l'on gère de notre côté. Ensuite, les plans de marquage, ils peuvent être exportés sous deux formats différents, soit en PDF, soit via un accès directement à notre plateforme. Et les tags également peuvent être visualisés, comme je disais, pour générer un registre sous format Excel, là pour le coup, tout simplement, avec toutes les données qui sont à jour et qui étaient déjà toutes pré-remplies dans iTag. Donc pour illustrer maintenant en quoi iTag a pu nous aider, effectivement, nous allons vous présenter plusieurs cas clients. Le premier, c'est un client du secteur public. Donc, ce client-là avait comme typologie de campagne des campagnes qui devaient se lancer dans des délais très courts, qui étaient très nombreuses également, et de plus qui souvent se lançaient sur des mini-sites. Donc, des mini-sites ou des sites éphémères, effectivement.
Et cela faisait qu'effectivement, au lieu de pouvoir lancer des campagnes sur un même site à chaque fois, il fallait à chaque fois réitérer des nouveaux plans de marquage et donc du coup être le plus réactif possible et flexible possible. Le deuxième point, c'était d'être capable d'historiser forcément l'ensemble de ces plans de marquage de chaque site pour pouvoir tenir à jour le registre des tags pour chacun d'entre eux. Donc réactivité, flexibilité. Il fallait faire preuve d'agilité aussi par rapport à tout ça et de pouvoir adapter nos processus et les éléments que l'on pouvait produire. Donc ça, c'était une problématique auquel iTag était déjà conçu pour répondre. Et en termes de résultats, on peut dire assez fièrement qu'on a pu traquer 100% des campagnes qui ont été lancées dans ce cas-là et qu'elles ont été lancées dans les échéances qui étaient convenues, avec plus de 130 plans de marquage qui ont été historisés depuis la création de iTag. Et surtout, iTag nous a permis donc du coup de gagner un temps de traitement de 50% lorsqu'on devait créer les plans de marquage. Et on continue aujourd'hui encore à lancer ces campagnes. Le deuxième cas client, donc c'était un client du secteur de la distribution alimentaire et s'était fait contrôler par la CNIL et devait répondre à différentes questions concernant leur conformité. Parmi les réponses à apporter, il devait aussi justifier le maintien d'un registre des activités de traitement. Un registre d'activités de traitement, du coup, ça permet de recenser vos traitements de données, ce que vous faites sur le site, disposer d'une vue d'ensemble aussi de ce que vous faites des données personnelles. Et dans ces cas-là, donc du coup, nous avons accompagné le responsable de traitement, qui est le client dans ce cas-ci, l'annonceur, pour lui apporter toutes les informations qui étaient relatives aux tags que nous avons mis en place sur son site, à la fois sur les tags ad server, bien entendu, mais aussi les tags médias. Donc, encore une fois, c'était un des objectifs déjà pour lesquels iTag avait été conçu. Et nous avons pu générer du coup cet extract-là, ce registre-là, en moins de 2 minutes, parce qu'il suffit effectivement d'aller directement sur la plateforme et de faire cet export, qui présente dedans 26 indicateurs qu'on verra aussi à la fin dans la partie de démonstration rapide, pour identifier différents tags, leurs finalités, et les cookies qu'ils utilisent. Et ça peut faire gagner 300% de temps ou plus ou moins en fonction aussi de la taille du site. Là, entre autres, c'était plus de 300%. Et au final, donc, du coup, le résultat, effectivement, c'est que le client a passé un deuxième contrôle, un deuxième audit de la CNIL qui a pu donc du coup valider sa conformité RGPD. Pour le dernier cas client, donc c'était un client du secteur de l'automobile qu'on venait de gagner récemment suite à un appel d'offres. Et donc, du coup, il s'agissait d'onboarder ce client tant sur sa partie stratégie média que sur son écosystème d'outils. Donc, pour la partie écosystème d'outils, on avait récupéré effectivement la gouvernance de l'ad server, qui était campaign manager à tout hasard. Et on devait donc du coup vérifier si le plan de marquage restait conforme, suffisant pour permettre la mise en place de la stratégie média et le suivi, l'optimisation des campagnes qui allaient suivre, qui étaient définies avec les équipes commerciales. Donc pour cela, on a fait un audit du compte, on a utilisé le registre des tags médias, effectivement, qu'on a pu appliquer par rapport à cet annonceur-là. On a cartographié l'ensemble des tags médias ensuite pour identifier ceux qui étaient toujours d'actualité ou ceux qui étaient éventuellement recyclables, mais surtout ceux qui étaient résiliés, donc plus utiles mais toujours présents sur le site, qui continuaient à récupérer des informations, ceux qui étaient défaillants, comme par exemple qui n'étaient plus sécures ou qui avaient un format qui n'était plus adapté ou pas adapté par rapport au site, qui altérait le bon fonctionnement et le chargement des pages. Donc après avoir fait un gros nettoyage de tous ces tags-là, il a résulté qu'on en a désactivé plus de 250 tags ad server plus tags médias partenaires compris. Et on a eu la bonne surprise de constater au global un temps de chargement des pages qui s'est réduit d'en moyenne 2 secondes
et surtout, cerise sur le gâteau, d'avoir une amélioration du taux de transformation global qui était aux alentours de 15%. Un tag non secure, c'est du coup un tag qui n'est pas sous le protocole HTTPS, notamment, qui n'est pas sécurisé. Et voilà, donc on était ravis, le client était ravi également, et il savait bien sûr qu'il y aurait un impact sur son site, mais ça ne s'attendait pas forcément à cet ordre de grandeur-là. Voilà donc pour cette partie. Et pour finir, donc comme promis, une très rapide démonstration de notre plateforme iTag. Donc à l'intérieur, sur la première partie, nous avons utilisé, sur cette première présentation, c'est le formulaire de création de tags. Donc on a bien sûr utilisé toutes les fonctionnalités de Campaign Manager sur la création de tags, sur les identifiants, les types de tags, etc. Et on est venu l'enrichir avec certaines fonctionnalités. Par exemple, donc là on a effectivement rempli le nom, on conserve aussi les logins, justement pour pouvoir garder une historiation de qui a fait quoi sur les différents tags. On a les différents types de tags qu'on veut mettre en place, est-ce qu'ils sont en mode JavaScript ou en mode image, en mode bouton, etc. Donc du coup, c'était des fonctionnalités qui existaient déjà, mais le code bouton, par exemple, n'existait pas. C'était un template qu'à chaque fois, on venait réajuster, réadapter à la mano par rapport aux identifiants de tags qu'on venait créer. Donc du coup, grâce à cette librairie-là, ça nous permet de conserver de générer les tags déjà directement sur le format qu'on veut et de conserver toujours la même cohérence et le même formatage de tous nos codes sans erreur. On a ensuite les variables qu'on peut venir renseigner. Donc, si on veut remonter des ID particuliers, des catégories de produits particuliers, etc. Pour venir y ajouter aussi les instructions qui sont liées vraiment à ces variables-là, quelque chose qu'on ne pouvait pas faire dans Campaign Manager, donc du coup qu'on renseignait à la mano après dans un PowerPoint, par exemple, ou dans un Excel. Ici, on vient embarquer les tags donc, du coup, sous deux types de conditionnement, soit en tout venant, soit en conditionné à leur conversion attribuée par l'ad server, comme je disais plus tôt. Et là, donc du coup, les pages, là où les pages sur lesquelles ça doit être implémenté, et les instructions d'implémentation complémentaires qui sont reliées aussi aux différents types de codes qu'on va décider de mettre en place et qu'on peut venir éventuellement compléter encore à la mano si on veut indiquer des instructions spécifiques. Et là, un champ complémentaire justement pour la partie compliance RGPD pour indiquer l'objectif finalité des tags. Ce champ-là qui est aussi disponible pour nos tags tiers qu'on va venir embarquer. On a ensuite les plans de marquage qui se présentent de cette façon-là. Donc, du coup, les différents tags, le listing qui est présenté ici pour ce plan de marquage-là, avec les informations qui sont les plus importantes pour savoir si le tag il est actif ou non actif, et pour pouvoir retrouver ces informations lors du recettage pour vérifier si on parle du bon traceur. On peut venir également importer, ce qui a pu être utile pour le cas du client numéro 3 lorsqu'on a onboardé, importer l'ensemble de ces tags pour venir générer le registre des tags et venir l'auditer et l'étudier. Par suite, donc, nous pouvons partager le plan de marquage de deux façons, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est la version où on envoie effectivement des logs au client pour qu'il puisse se connecter à notre plateforme et renseigner les informations, et utiliser directement le tag. Le plan de marquage pour implémenter les tags sur son site. On a ici les instructions, on a ici le code, on a ici le screenshot avec, s'il faut, des instructions plus précises à flécher, etc. On peut passer d'un tag à un autre, bien sûr, avec des flèches ici, ou alors on a aussi un petit tag list ici. Quand on clique dessus, on peut passer du premier au dernier directement plutôt que de passer à travers les X tags qu'on aurait au milieu. On a aussi le format PDF, donc du coup, qu'on peut fournir, qui nous permettait de sécuriser un petit peu le formatage, de le rendre fixe par rapport aux instructions, et aussi d'éviter que, comme certains autres outils, de venir ajouter des bouts de caractères spéciaux en plus entre les caractères lors du copier-coller des codes. Et pour finir, donc du coup, notre cher registre des tags, donc ça commence effectivement par une prévisualisation
de l'ensemble des tags et des tags tiers que l'on a pour les différents annonceurs et même à travers les différents ad serveurs que l'on utilise. iTag est connecté effectivement avec plusieurs ad serveurs. Et là, on a la liste. On a aussi s'il est live, pas live, s'il a une faible activité. On a ici un indicateur qui nous dit qu'il a un ou plusieurs tags tiers qui sont embarqués derrière. On peut cliquer dessus pour le déployer et activer ou désactiver ces différents tags. Donc non seulement ça conserve l'historique, parce que dans Campaign Manager, par exemple, on peut supprimer ou rajouter, mais on ne peut pas juste désactiver et le garder en historique. Donc ça, c'était effectivement une petite couche que iTag permettait d'avoir en plus. Et donc une fois qu'on a ça, donc soit on peut regarder directement et gérer directement dans la plateforme, soit effectivement on peut faire un export de ce registre-là et avoir des fichiers de cette taille-là avec en général des centaines et des centaines de lignes avec les différents tags. Tags et tags tiers, bien évidemment. Chaque ligne en fait qui est comptée là correspond au nombre de tags tiers total. Et donc, du coup, derrière, on a toutes les informations identifiantes de ces différents tags, comme date de création, les identifiants des tags qu'on appelle Floodlight pour Campaign Manager, le nom, le statut, sécurisé ou non, le type de format, le type de tag qui sont en comptage, etc. Et tout ce qui est finalité de ces différents tags derrière. Voilà, donc du coup, je suis allée un petit peu plus vite pour essayer de rattraper un petit peu le temps. J'en ai fini avec la présentation sur toutes ces informations, sur toute cette présentation de principe de collecte des données sur site web, accompagné de notre exemple d'outil d'automatisation à nous. Bien sûr, il y a sûrement d'autres outils qui sont déployés sur le marché et qui sont tout aussi efficaces, voire peut-être plus. Et cet outil qui nous permet du coup de recueillir des éléments performants pour à la fois piloter les business, mais également assurer le suivi des différents éléments médias pour s'assurer qu'ils soient toujours à jour et aussi qu'ils répondent aux exigences juridiques en termes de registre d'activité notamment. Alors, en question... Oui, pour la présentation, donc du coup, ce que je vous propose, c'est il y a un lien Google Google Form, pardon, il me semble, dans le descriptif. Vous pourrez du coup y aller pour renseigner vos coordonnées et puis nous pourrons vous envoyer les slides. Donc, du coup, pour avoir, je crois qu'il y avait une personne qui avait demandé du coup effectivement qui je suis. Je ne me suis pas présentée tout à fait. Donc, je m'appelle Elena Ratanavan. Je suis une des responsables tracking du groupe iProspect France. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être que j'aurais loupées? Aujourd'hui, ITA ne s'intègre pas avec Google Tag Manager, mais c'est une très bonne question parce que c'est une évolution que nous souhaitons prévoir. Aujourd'hui, il est connecté uniquement avec les ad serveurs. Juste pour compléter avec Google Tag Manager, effectivement, l'objectif, ce serait effectivement de pouvoir le connecter pour pouvoir, vu qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des synchronisations, connexions qui existent entre Campaign Manager et Google Tag Manager, pour pouvoir pousser directement les tags Floodlight de Campaign Manager pour bénéficier tout de suite de toute la configuration au lieu de la reconfigurer manuellement dans Google Tag Manager. C'est effectivement quelque chose qu'on voudrait essayer d'exploiter demain et c'est des évolutions qu'on a prévues avec notre équipe R&D. D'accord. Donc, je crois que si vous n'avez plus d'autres questions, du coup, merci beaucoup encore de m'avoir accordé votre temps. Désolée pour tous les aléas du début aussi. Et si vous avez quelconque autre question, vous pouvez toujours me contacter avec le Google Form également. Merci beaucoup.